Alors bonjour à tous. Donc aujourd'hui, en effet, on va parler donc de qualité de données clients pour ne pas changer, mais plus particulièrement dans un secteur, je pense, qui parle à tout le monde, qui est le retail. Vous avez déjà tous, je pense, partagé vos données clients, que ce soit pour créer des cartes de fidélité, pour recevoir tout simplement une livraison sur des sites en ligne. Pardon, ça va être mieux en effet au micro. Et donc, pour ce faire, on a donc l'honneur et le privilège aujourd'hui d'illustrer ce sujet au travers de deux acteurs. Donc, le premier, Carrefour, donc avec Charles Giazenisi, qui est donc directeur activation marketing, client chez Carrefour, donc un des leaders du commerce alimentaire. Et Pierre-Alexandre Bruno, qui lui représentera Salesforce, que tout le monde connaît également, un des leaders de solutions CRM. Installez-vous. Vous voulez, hein. Tiens, vas-y, sur le canapé. Alors moi je vais me présenter rapidement. Donc Carl Finet, j'ai un petit peu d'ancienneté chez DQE, dans le sens où j'ai bientôt 10 ans d'ancienneté. Moi j'ai la responsabilité chez DQE d'accompagner l'ensemble de nos clients de différents secteurs, alors au travers d'une équipe, je ne suis pas tout seul, mais d'accompagner tous nos clients du secteur du retail, du luxe, de l'énergie, des médias et de la tech. Donc ça fait pas mal, mais comme je viens de l'indiquer, je ne suis pas tout seul. Donc je vais vous laisser vous présenter directement, si vous pouvez nous indiquer un petit peu plus en détail quel est votre rôle au sein de vos organisations respectives. Bonjour à toutes et tous, donc Charles Giazenisi, moi je m'occupe donc effectivement de la direction du marketing client pour la France, chez Carrefour. Voilà, donc de manière commune, c'est l'activation évidemment de nos clients sur le programme de fidélité, tout le CRM sous-jacent et la personnalisation de la relation, et puis en quelque sorte toute la donnée sous-jacente qu'on consomme, on en reparlera. Pierre-Alexandre Bruno, donc Retail Advisor chez Salesforce, depuis 10 ans dans cette belle entreprise et depuis 30 ans dans le retail, donc à la fois comme intégrateur chez Capgemini, chez les clients, chez Jardiland, chez Sephora en tant que DSI, et puis maintenant chez Salesforce, donc plein d'histoires à raconter. Merci à tous les deux. Bon, j'imagine que tout le monde connaît en effet Carrefour et Salesforce, mais Charles, est-ce que tu pourrais nous présenter en quelques mots donc Carrefour. Je ne vais pas vous faire l'offense de vous présenter Carrefour. Qu'est-ce que je peux vous raconter à part ces grands chiffres? On peut rajouter des grands chiffres aux grands chiffres, mais peut-être vous parler effectivement de nos assets clients. Donc évidemment, la data client chez nous, elle est structurée autour de grandes bases issues de notre e-commerce ou issues de la fidélité. On vient de fêter cette année 20 ans de fidélité. Donc la carte de fidélité Carrefour fête déjà ses 20 ans. On a pratiquement 20 millions d'individus en base, donc de clients reconnus. On s'intéresse plus à la donnée client, nous, qu'aux données de prospects, évidemment, avec le volume de gens qui viennent s'encarter pour la fidélité ou effectivement qui créent des comptes. Donc moi, j'ai un peu choisi qu'on laisse de côté cette démarche un peu plus prospect et qu'on se concentre justement sur la qualité de l'asset client. Il est tellement volumique qu'on a beaucoup de choses à faire. Évidemment, derrière, il y a tous les enjeux business dont on reparlera et de qualité de l'expérience client dont vous avez déjà beaucoup témoigné chez tous les annonceurs qu'on parlait ce matin. Merci Charles. On va également vous présenter Salesforce, même si j'imagine que vous connaissez également la société. Donc nous, on est plus jeunes, 25 ans seulement, 99, 70 000 employés dans le monde, plus de 2000 en France, avec des bureaux maintenant en région. On vient d'ouvrir Marseille, mais on a déjà des bureaux à Lyon, à Lille, à Nantes. Je crois que je n'en oublie pas. On tire notre nom de la force de vente, le B2B commercial. Et puis, depuis 10 ans, on s'est clairement développé dans ce qu'on appelle le B2C et particulièrement le retail, qui est devenu notre industrie numéro 1 en France, devant tout ce qui est manufacturier. Donc, un beau développement et vous voyez par les chiffres, mais évidemment ça c'est grâce à nos clients. Donc on a aussi la particularité de vendre en direct à nos clients, contrairement à certains de nos collègues sur le marché. Et donc on est très attaché au fait de bien connaître
ce qu'ils font avec nos produits, de les aider à bien les adopter et les utiliser. Merci Pierre-Alexandre. Alors pour poursuivre, on va commencer sur un sujet du coup qui va faire écho à la présentation précédente. Pour reprendre un petit peu les propos d'Yvelina, hein, la data n'est pas que la propriété de l'IT, ou encore ce que disait Sylvain de SFR, il était primordial, essentiel en tout cas d'impliquer l'ensemble des services et des acteurs d'une société pour avoir vraiment un projet mené à 360. Donc on sait en effet tous que la data est assez transverse au sein d'une entreprise. Hein. Elle peut être utilisée par l'ensemble des services, hein, que ce soit à des fins d'analyse, que ce soit tout simplement pour délivrer, des livraisons, que ce soit pour prendre des décisions, ou encore pour communiquer à des fins marketing. Et donc c'est vrai qu'il est essentiel de pouvoir définir le rôle de l'ensemble des services, de pouvoir définir un honneur sur ce genre de chantier et de savoir un petit peu qui va être contributeur, quel va être le rôle de chacun des services et comment est-ce que cela va s'organiser. Du coup, Charles, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'organisation qui a été mise en place du coup, chez Carrefour autour de la data ? Bien sûr, donc, je pense qu'on y a dans les grandes organisations comme Carrefour et d'autres qui ont témoigné ce matin, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a ce sujet un peu historique des silos, ou même parfois, si on ne parle même pas de silos, c'est chacun dans son périmètre essaye de bien faire, mais adopter une vision haute et d'ensemble sur les sujets, c'est finalement pas si naturel. Et parfois, on se résout. C'est rassurant de travailler avec ses collègues, ses pairs sur des sujets, mais voilà, on manque de dézoom. Donc, nous, finalement, quand on regarde autour de la donnée, on a tellement de données chez Carrefour, je vais parler évidemment que de la partie données clients et de celles qu'on génère autour de l'activation marketing. Mais sur ces données-là, finalement, il y a chez nous un peu 4 entités qui gravitent autour de cette donnée, qui l'utilisent, qui la manipulent, etc. Nous, on est en bas à droite, le marketing, évidemment, on la consomme, cette donnée, et on est au front avec nos clients. On a envie de délivrer cette expérience qualitative, on a envie de générer évidemment plus de business. Et donc, on a besoin de toutes les expertises à nos côtés. Et voilà, chacun dans sa fonction, finalement, contribue. Mais la question fondamentale, c'est comment on adopte en fait la même vision, les mêmes OKR, les mêmes KPI, comment on arrive à fédérer des projets communs au milieu de tous les projets qu'il y a à mener dans l'entreprise et en sacralisant finalement ces sujets de la traitement de données. Nous, on s'est beaucoup questionné dans nos budgets. C'était comment ça devient évident pour tout le monde que c'est régalien. Donc c'est un peu comme la RGPD. Voilà, il fallait qu'on arrive en quelque sorte à maîtriser à la fois une allocation budgétaire et puis derrière une convergence dans nos actions. Donc on a traversé finalement différentes phases. Moi j'ai rejoint Carrefour il y a 5 ans. La première phase quand je suis arrivé, c'était effectivement le constat de se dire on a beaucoup de portes d'entrée de la donnée. Alors, vous l'avez beaucoup évoqué, entre le préventif, le curatif, avec 20 ans d'historique de carte de fidélité. Il y avait déjà ce constat de mais on a quoi là-dedans? C'est quoi l'état de la qualité de la donnée? Il y a eu des cycles chez Carrefour, on envoyait des courriers, des chèques en quelque sorte, des remises fidélité par courrier. Donc il y a eu un âge d'or de la qualité de la donnée. Puis tout est repassé au tout digital. Donc dans ces grands cycles, et les gens changent. On perd parfois effectivement... l'asset s'érode et la valeur finalement de cette base de données clients, elle a pu chuter. Donc nous, les premiers constats qu'on a fait, c'est de se dire qu'il faut impérativement qu'on homogénéise les traitements, qu'on traite de la même manière les portes d'entrée et les fenêtres autant que effectivement l'inventaire en base. Et donc on a conduit un appel d'offres au démarrage dans lequel effectivement DQE s'est brillamment imposé, et ensuite on a travaillé finalement à déployer tous ces traitements de manière homogène. Donc ça a été en quelque sorte en vision marketing un constat un peu naturel de se dire ok, nous on doit être maître des points de contact avec le client. Donc le ownership de la donnée pour nous clients, il venait tout simplement de l'impérieuse nécessité de l'utiliser avec efficience pour faire des gains business ou rendre une expérience de qualité à nos clients. Et puis après, il y a eu une ambition très très forte qui a été mise dans une entreprise comme Carrefour où on a dans notre dernier plan stratégique étiqueté qu'on voulait être une digital retail company. L'ambition est montée d'un cran. Et donc là, on a lancé un grand projet, vous allez voir avec une magnifique métaphore filée sur le data supermarket, donc le supermarché de la donnée. Magnifique. Vous voyez tous de quoi je parle, donc idée brillante que j'ai achetée moi très vite.
mais qui du coup mettait l'ambition vraiment très très haute. Là, c'était clair, c'était partout, dans tous les compartiments de la donnée, finance, RH, marketing, etc. Il fallait qu'on se structure, il fallait qu'on crée des processus, il fallait... Donc c'était un peu, comment dire, à la fois l'ambition était belle, c'était décoiffant dans l'intention, mais c'était énorme. Donc nous, on était assez volontaires pour être cobayes au marketing, donc on s'est engagé sur ce territoire-là de manière consciencieuse avec nos collègues de l'Analytics Factory, les équipes dédiées au groupe, etc. Et donc on a commencé à ranger notre supermarché, à documenter toutes les données. Chaque KPI devait être renseigné, décrit avec précision pour pouvoir être partagé avec le plus grand nombre dans l'entreprise. Sur le papier, super. Le problème, c'est qu'il fallait faire ça à côté du reste, quoi. Et donc, il vaut mieux être concentré quand même sur tes traitements, sur la documentation. Et pourtant, la documentation, il faut la faire. Donc, cette ambition, elle nous a quand même bousculé dans les rôles et responsabilités, sur les RACI, sur pourquoi faire les choses. Mais presque l'ambition était trop grande. Donc j'avoue qu'on a un peu ralenti. Le data supermarket, il a un peu du plomb dans l'aile, on va le dire comme ça. Et finalement, on est arrivé, j'ai envie de dire, alors je le décris comme ça, un peu à l'âge de raison, entre ces fortes ambitions, elles nous ont obligés finalement à prendre nos responsabilités. Et nous, sur le domaine finalement marketing, le sujet, c'est pendant toute une période, on se demandait quel était notre rôle, où nous, le marketing, notre mission s'arrêtait sur le ownership. On voyait vraiment notre plus-value plutôt dans la consommation dans la donnée que dans son ownership. Finalement, on se disait, il y a des gens plus experts à côté de nous, à l'Analytics Factory pour la mettre en qualité, pour la superviser, etc. Mais eux, ils voyaient le sujet différemment. Ils voyaient leur rôle plutôt sur les finalités analytiques. Alors, pourtant, elles se rejoignent beaucoup en certain endroit. Mais elles sont pas 100%, elles se recouvrent pas à 100%. Donc, voilà, il y avait cette conscience-là. De l'autre côté, on se disait, du coup, pourquoi ce ne serait pas le rôle de la plateforme data, donc l'IT en charge de la data. Eux, leur mission, telle qu'ils la décrivaient, c'était, nous, notre mission, c'est de mettre à disposition la donnée. Okay, très bien, mais vous ne voulez pas la mettre à disposition en qualité, ça nous rendrait service. Donc en fait, voilà, on s'est dit, OK, le data supermarket nous a aidé à trancher, à comprendre qu'on devait assumer en fait ce ownership. Vous ne voulez pas, parce que ça demande du boulot en plus, quoi. Pour le dire clairement, c'est une grosse responsabilité, mais évidemment, en partant de ce postulat-là, on s'est dit, OK, il faut qu'on change la logique, il faut qu'on change notre logiciel, et donc la manière de fonctionner, ça doit être de quoi on a besoin, en exhaustivité, de quelque part écrire ce qu'on veut, mapper ces données, dire, voilà, on voudrait que ça ressemble à quoi notre modèle de données client activation, et de s'assurer finalement que nos collègues allaient nous aider à le mettre en œuvre. Donc voilà, pour terminer là-dessus, on s'est inscrit dans un schéma de transformation, vous voyez, un peu en rebond, un peu pragmatique, où évidemment, dans la vie des grandes organisations, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas toujours. Mais à la fin, je pense qu'aujourd'hui, on est assez content de se dire qu'on assume ce ownership. Il nous rend service parce qu'on a finalement ce qu'on veut. Voilà, on s'arrache les cheveux parfois, mais globalement, ça nous a aidé à aller vers une démarche clairement de maîtrise et de qualité. Merci Charles. Tu le disais, Pierre-Alexandre, le retail, c'est un secteur très important chez Salesforce. Est-ce que tu pourrais nous dire, toi, de par ton expertise, comment généralement sont organisés les clients que vous pouvez avoir, alors au-delà de la grande distribution, dans le retail plus globalement, mais comment généralement sont organisées les sociétés que vous accompagnez pour mener à bien ce type de projet? Ouais, alors déjà, je voudrais commencer par remercier DQE parce que quand même depuis 10 ans qu'on travaille avec vous, c'est quand même incroyable les progrès qui ont été faits sur la qualité de la donnée chez nos clients. Et c'est vrai que la donnée de qualité, c'est un peu comme le sang qui irrigue toute l'entreprise. Et quand il y a un problème, c'est comme le diabète, ça fait tout pourrir. Et donc, alors, il y a encore du boulot, c'est la bonne nouvelle. Il y a encore du boulot. Moi, je rencontre encore des clients qui ont des bases séparées entre le e-commerce et les boutiques. Donc là, on est encore loin. Maintenant, je trouve. Alors, moi, je connais surtout le retail. Je suis désolé, je ne vais pas pouvoir beaucoup parler des autres industries. Si ce n'est que ce qui est génial dans le retail, c'est qu'il y a une approche très darwinienne, je dirais, des sujets data. C'est-à-dire que quand il y a un besoin, il y a en fait le besoin crée l'organe d'une certaine manière. Et moi, je l'ai vu dans tous les lancements de programmes de feed, comme tu le disais, Charles, il y a 20 ans, mais les lancements du e-commerce, l'arrivée des grandes plateformes, BigQuery, la BI, bien sûr. Et donc là, il y a une espèce de sursaut et tout le monde s'aligne, et ça, c'est génial. La difficulté, après, c'est qu'effectivement, ça a du mal à vivre dans le temps. On n'est pas chez Valeo ou chez Stellantis avec des processus
de gestion de la data qui soit pérenne dans le temps. Et donc, il y a des hauts, il y a des bas. Mais je pense que la régulation aide aussi le secteur à avancer sur les questions de RGPD. C'est quand même pas si loin que ça. C'était en 2018. On voit qu'il y a des problèmes de sécurité aussi régulièrement. Donc, tout ça fait qu'il y a une maturité qui monte progressivement. Et je pense que Carrefour est certainement parmi les pionniers, les plus avancés. Mais les autres suivent, donc voilà, ça avance dans le bon sens, c'est quand même une bonne nouvelle. Merci Pierre-Alexandre. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'échanger sur les enjeux, les challenges qu'a pu rencontrer Carrefour en matière de qualité de données clients. Donc Charles, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur les enjeux que vous avez pu rencontrer et puis ce que vous avez mis en place justement pour y remédier? Si on recoupe en fait deux grands enjeux qui correspondent un peu aux phases que j'évoquais avant, nous on s'est évidemment polarisé au début sur ces points de contact client, la contactabilité. Si je remets le contexte du retail alimentaire, c'est un peu depuis maintenant 4-5 ans cette démarche de fond sur l'arrêt de la distribution automatique des prospectus dans les boîtes aux lettres des clients. Et donc du coup évidemment ça a fait prendre conscience, donc entre guillemets l'historique du retail là-dessus, c'était au napalm, distribution chaque semaine de millions d'exemplaires de catalogues qui sont le faire venir évidemment dans nos magasins ou nos sites e-commerce. De fait, ce changement il a provoqué une prise de conscience sur l'asset CRM en priorité. Le fait d'avoir des données et derrière bien sûr de pouvoir les faire fructifier en qualité et donc derrière en business et en expérience encore une fois. Donc du coup, voilà, nous, de manière assez simple, ça a été d'homogénéiser ces traitements et c'est de s'obséder sur les points de contact. Donc, ce qu'on pilote et ce qu'on suit, c'est la dite contactabilité. Et donc, ça implique tous les processus de qualité qui vont avec. Voilà, ça implique évidemment notre capacité à répondre à tous les traitements et les réclamations de nos clients avec. Donc, je dirais que ça y est, c'est pas mal, on est pas mal. Voilà, c'est un processus sans fin, continu. Donc on a aussi le client qui a son rôle à jouer là-dedans, et donc à nous de lui renvoyer aussi l'action parfois, en fil rouge et en continu. Et finalement, ce qui est devant nous, plus, et ce qui, moi, me préoccupe aujourd'hui, c'est le deuxième pan, c'est les sujets de détection, en fait, parce qu'on garde quand même des systèmes hyper complexes dans l'alimentaire. On est le produit d'un héritage, d'un legacy de systèmes SI complexes. Alors, on essaye de rendre de la simplicité aux utilisateurs avec des plateformes comme Salesforce et de rapprocher en fait la consommation de la donnée des usages, notamment marketing. Mais derrière, il y a des systèmes sources, il y a tout un tas de traitements et il y a constamment des problèmes. Donc, effectivement, pour le métier, moi je le vis au quotidien dans mes équipes, c'est une anomalie RGPD, un problème qui nous pète à la gueule, pardon pour l'expression. Et donc là, on a encore des lenteurs sur d'où vient le problème et comment le résoudre rapidement en fait. Voilà. Donc moi, ça résume assez bien ce qui nous reste à faire progresser de manière vive. Donc peut-être l'IA nous aidera-t-elle sur ces sujets-là. Mais en tout cas, déjà dans la détection, on est aussi en train de tester des nouveaux outils en complément de ce qu'on a fait avec DQE. Je pense à une solution comme Sifflet, qu'on étraîne de plus en plus. Je vois de plus en plus de dashboards qui nous permettent, notamment sur GCP et dans l'écosystème Google, de détecter les anomalies pour prendre des exemples un peu concrets, montrer les problématiques auxquelles on a été confrontés. Alors, ce n'est pas forcément une détection qui a été faite là avec Sifflet, mais un jour, on s'interroge sur la distribution de nos dates de naissance pour un use case tout bête qui est celui de l'anniversaire de nos clients, qu'on ne souhaitait pas forcément de manière récurrente et à tout le monde. Et on savait qu'il y avait une non-homogénéité de cette donnée de la date de naissance qui pouvait pour autant nous rendre plein de services sur plein de sujets, autant marketing finalement que dans le rapprochement des données. Et force est de constater que là aussi, il y avait eu des périodes de « OK, on veut créer des comptes digitaux le plus rapidement possible, donc on ne demande pas la date de naissance. Oui, mais historiquement, elle a toujours été demandée sur la fidélité. » Enfin, vous voyez très bien de quoi je parle. Et donc là, la question, c'était « OK, mais du coup, c'est quoi l'état de la qualité de cette date de naissance en fait ?» Donc regardez, on a commencé à faire une courbe de distribution et on s'est rendu compte que, je ne sais plus quelle était la date, je crois que c'est le 26 septembre 1970, on avait un pic de gens qui étaient nés. Alors, sauf si vous avez un événement dans l'histoire l'année 70 que moi, je n'ai pas.
De prime abord, ça ressemblait plutôt à un mauvais, un acte, sans doute pas bien intentionné, mais à un moment donné, dans la création des comptes sur l'application, il y a eu cette date qui a été mise par défaut, quoi. Voilà, le type de problème, ok, on ne l'a pas vu pendant, je sais pas, 5 ans, ça dérangeait personne. Et puis, voilà, donc évidemment, c'est pour décrire, là, c'était un truc très structurel sur une donnée hyper importante, c'est presque lunaire, en fait, de s'en rendre compte comme ça 5 ans après. Mais finalement, ce qui nous touche au quotidien, c'est plutôt les sujets chauds, les sujets brûlants, les sujets, effectivement, de régulation, les sujets de problèmes d'activation, etc. Et donc là, on doit réagir sans délai, et donc on met beaucoup trop de temps encore dans l'analyse, l'investigation, et c'est du temps collectif que les équipes passent à l'IT, à l'Analytics Factory ou au marketing. Donc voilà, vrai point de progrès pour nous encore. Par contre, je vois que vos Carrefour demandent peu de choses finalement à ses clients. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est rentré dans le système, c'est terminé, quoi. Il y a les transactions, il y a peut-être les consultations des sites internet, mais vous ne demandez pas trop d'infos. C'est un choix assumé. Vous considérez que vous avez déjà suffisamment de problèmes? Non, mais en fait, c'est un peu, il y a un peu sans réponse de Normand. Il y a à la fois, on a beaucoup de données déjà, c'est-à-dire qu'on sait transformer la donnée transactionnelle en tout un tas on va dire de profils un peu signifiants, de scores, de variables qualifiantes du comportement du client. Donc voilà, on a ce réflexe-là dans le retail alimentaire d'assez loin de penser qu'on connaît hyper bien nos clients parce qu'on sait tout sur à travers ce qu'ils achètent. C'est vrai qu'on a beaucoup d'informations et on exploite beaucoup de choses qui produisent de la valeur pour le business. Maintenant, on est dans cette démarche aussi effectivement d'enrichissement de la connaissance de que veut le client. On le fait énormément depuis maintenant 5 ans sur les verbatims de nos clients, on les écoute constamment, et donc ça, c'est d'autres typologies de données qu'on fait fructifier. Et puis après, sur des préférences chaudes, on a maintenant une communauté, un cœur de clients, qui est une espèce de contrat d'engagement. Tu rentres dans la communauté, tu as envie d'être plus près de la marque, d'être ambassadeur, et là, on peut data catcher effectivement des données un peu plus déclaratives. Merci beaucoup. Pour terminer, je vous propose de finir donc sur un sujet qui va faire écho encore une fois à la présentation d'avant, qui est l'IA. Alors là, je vais m'adresser plutôt à Pierre-Alexandre pour commencer, de Salesforce. Est-ce que tu pourrais nous indiquer chez Salesforce comment est-ce que vous souhaitez intégrer l'IA dans les projets data? Oui, l'IA est effectivement grosse actualité chez nous. D'abord, on en a fait depuis déjà une dizaine d'années sur des sujets plus prédictifs, et là, la GenAI nous a vraiment fait avancer un grand pas. La data est clairement au cœur des préoccupations, et en fait, quand on parle de la data, c'est surtout aussi la métadata qui est hyper importante. Et par chance, j'ai envie de dire, Salesforce a été construit autour de la métadonnée. Et donc, il y a un sujet, je pense, de qualité de la métadonnée qui n'est pas tellement évoqué, je trouve, dans les sujets aujourd'hui, mais qui est hyper fondamental. Donc nous, on a une brique centrale au niveau de la plateforme, puisqu'on est une plateforme sur laquelle on partage la donnée. Cette brique centrale, ça s'appelle Data Cloud, comme son nom l'indique, ça a vocation à recevoir de la donnée, mais aussi à aller capitaliser sur la donnée qu'on va utiliser en zéro copie, on dit ça. Donc, notamment, c'est ce qu'on fait dans le contexte de Carrefour avec BigQuery. Et donc, on a cette donnée structurée qui est utilisable. On est capable de stocker aussi de la donnée non structurée et d'appliquer des processus de type RAG pour faciliter, pour apporter du contexte dans tous les prompts qu'on va mettre à disposition d'une nouvelle couche de produits. Je suis sûr que vous n'avez pas dû passer à travers nos annonces. On en a mis partout. Ça s'appelle Agentforce. Ce sont des agents virtuels autonomes qui ont vocation à assister et même à remplacer, dans certains cas, des humains sur des cas de service client, sur des cas de personal shopper, quand on va aider le client, par exemple, si on est en mode drive demain chez Carrefour, si jamais un jour Carrefour fait le choix d'utiliser cette technologie, de pouvoir dire, tiens, prends ma dernière commande et puis je pars de cette base-là, mais tu m'enlèves 10% en prix, mais je voudrais avoir les mêmes quantités, par exemple. Donc ça, c'est des usages qu'on commence à toucher du doigt. Et la qualité de la donnée est évidemment fondamentale. Voilà. Et Charles, toi au niveau Carrefour, j'imagine que pour les sujets de détection, potentiellement l'IA, ça peut être des réflexions. Ouais, j'avoue que je ne sais pas comment, mais ce qui est sûr, c'est que si moi j'ai un service que j'aimerais que l'IA nous rende, c'est celui-là, c'est d'aller au plus vite, me dire au-delà de où est l'anomalie, en tout cas, ou plutôt
quand l'anomalie est détectée, comment la résoudre le plus tôt possible. Voilà. Et puis après, effectivement, sur ce socle qu'on a déployé de Data Cloud, donc effectivement, tu évoquais l'architecture entre Google, ce qu'on souhaite en no copy pouvoir avoir dans Data Cloud demain. Data Cloud nourrit finalement pour nous, comme chez beaucoup de clients de Salesforce, le service client. Donc là, il y a des use cases, je pense, qui sont devant nous, très proches, avec Agentforce. Et voilà, il va falloir qu'on apprenne effectivement à travailler ces surcouches d'analyse sémantique pour voilà, avoir le bénéfice le plus tôt possible de ces solutions. Côté marketing, on a encore 2-3 sujets sur le chemin, mais évidemment, on en rêve. On en rêve de pouvoir prompter Agentforce et d'avoir effectivement des journées qui se construisent automatiquement et de pouvoir, au cœur de ça, délivrer encore une fois l'expérience la plus pertinente pour nos clients. Ça pose aussi des sujets de sécurité de la donnée. La qualité de la donnée, c'est bien, mais la sécurité, c'est fondamental. Hein. Et donc, c'est vrai que, notamment quand nous, sur la plateforme, on interagit avec des LLM, parce qu'on a fait le choix d'ouvrir la plateforme complètement à tous les LLM du marché, quasiment. Eh bien, on a mis en place cette couche d'isolation qui permet d'éviter d'envoyer la donnée à l'extérieur et évidemment, du coup, de nourrir ou déjà d'avoir de la donnée qui est perdue, enfin qui est diffusée, qui peut être quand même assez sensible. Hein. Et puis aussi, en retour, de détecter toutes les hallucinations, les biais. Et on arrive aujourd'hui, je trouve, à des résultats qui sont quand même vraiment bluffants, quoi. C'est vraiment bluffant et c'est à portée de main. On est capable de scripter aujourd'hui un agent juste en s'exprimant et je peux le faire en français. C'est pas beau, ça? Chez Salesforce. Je vois qu'on a bien dépassé le temps qui nous était imparti. Donc un grand merci à tous les deux. Merci à tous.